attaquer alors ce live. Donc voilà, avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc c'est Monsieur Raoul Abdelkarim. Donc je suis préparateur physique, spécialité football depuis 2015. Donc voilà. J'ai fait un cursus STAPS comme tout le monde et en Algérie. Après, je suis venu en France pour finir mes études dans le même cursus en entraînement sportif, spécialité entraînement et optimisation des performances physiques et sportives à l'UPJV d'Amiens, où d'ailleurs je tiens à remercier Monsieur Merzoug, mon suiveur universitaire, professeur en médecine sportive et tout ce qui est optimisation de la performance physique et sportive. Et je tiens à remercier mes amis Abdelaziz Kirish, qui m'a donné cette opportunité aussi pour intervenir sur cette page et donner ce cours qui sera, j'espère, Inch'Allah, intéressant et enrichissant avec plein d'informations qui sont nouvelles. Donc voilà, et je tiens à remercier aussi nos amis suisses, ceux que je travaille avec à la société File Louise, Nicolo Trambacholo et Julien Moix, qui sont des responsables au sein de cette société que je représente depuis juillet 2019 au Pays de Maghreb et au Pays de Golfe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis là avec vous pour présenter le thème suivant que je vais partager avec vous une bonne 1 heure. Donc notre thème qui parle sur l'outil GPS dans le suivi de la charge d'entraînement en football. Particulièrement, je vais parler surtout vers la fin de la présentation sur l'outil GPS FileWiz. Bien sûr, la société que je représente à ce moment et que je travaille avec, même le produit, je travaille avec avant que je les représente. Donc voilà, j'aimerais partager cette expérience avec vous. Donc, avant de commencer et attaquer notre travail, j'aimerais bien partager avec vous le plan qu'on va suivre pour ce live. On va commencer tout d'abord avec une introduction où on va parler sur les exigences du football, les exigences du football moderne bien sûr, et ce qui nous amène à parler aussi des quelques généralités de l'entraînement sportif moderne. Et après, on va attaquer tout ce qui est quantification de la charge d'entraînement, ce qui est intéressant aujourd'hui. Et je pense qu'un préparateur physique, il doit savoir, il doit gérer cette charge d'entraînement pour bien planifier ses saisons ou bien programmer ses séances d'entraînement et puis bien préparer même pour la compétition le week-end. Donc, on va voir aussi à l'aide de ce nouveau GPS ou cette nouvelle technologie qui nous permet de mieux quantifier la charge d'entraînement. On va voir son utilisation sur terrain. On va voir comment ça se passe, le déchargement des données sur la plateforme. On va voir comment on va traiter les données aussi. Et je pense que il y aura aussi un autre live où on va travailler que sur ça. C'est-à-dire, je vais vous ramener des données d'une séance, on va traiter ensemble les données, on va sortir les données vraiment qu'il faut utiliser, qui sont nécessaires pour la quantification, pour mieux comprendre la quantification de la charge d'entraînement avec ce outil. Et à la fin, je vais vous présenter, bien sûr, la société FileWiz et le petit tracker GPS FileWiz. Alors, comme on sait tout le monde que le football moderne, c'est un sport très exigeant sur le plan physiologique et puis sur le plan physiologique où les forces sont à la fois
aérobie, anaérobie, selon les travaux de Salvo et Hall 2017. Cette, euh, cette activité physique sollicite, pardon, excusez-moi, sollicite en effet l'alternance de sprint, de courses rapides, d'actions techniques exigeant à la fois la vitesse et la technique d'exécution. Selon Cazorla, ces exigences, à la fois la vitesse, puissance et précision d'exécution, sollicitent également l'enchaînement de périodes de récupération passive ou des actions brèves. Ça, c'est dans ses travaux en 1998, où il a présenté ça, M. Georges Cazorla, que je tiens à remercier aussi. C'est un de mes formateurs au sein de la FAF. Donc voilà. Donc depuis 40 ans, les paramètres ou les exigences du football sont changées par rapport aux trois paramètres qui semblent intéressants à savoir pour mieux quantifier la charge d'entraînement pour une séance ou surtout pour les matchs du week-end. Donc, ces paramètres, c'est le volume, distance, volume, pardon, fréquence et intensité. C'est les trois paramètres qu'il faut savoir. Et il faut savoir quelles données à récupérer avec un GPS pour représenter ces paramètres. Donc voilà, les paramètres, si on commence avec le paramètre volume, ils ont connu un peu d'évolution où on est passé depuis les années 70 aux années 2000 à 11 000 mètres. Donc, si on dit 11 000 mètres par rapport à la distance globale parcourue pendant un match. Donc, si on parle du deuxième paramètre, le paramètre d'intensité, où on a mis comme zone d'intensité, on a partagé les zones d'intensité en trois. Donc, la zone de haute intensité, c'est entre 14 et 19 km à l'heure. De très haute intensité, c'est plus de 19 km à l'heure jusqu'aux 23 km à l'heure. Et puis, très très haute intensité où les accélérations, les sprints et tout, c'est tout ce qui est plus de 23 km à l'heure. Alors, on a connu une évolution par rapport aux distances parcourues dans la zone d'intensité, de haute intensité, où on est passé de 1300 mètres à 1700 mètres entre les années 70 et les années 2000. Donc, et par rapport les distances parcourues à très haute intensité, on est passé de 650 mètres par seconde ouais, de 650 mètres à 900 mètres entre les années 70 et les années 2000. Donc voilà, par rapport à ce qui représente le paramètre d'intensité où on a eu vraiment une certaine progression. Donc si on parle du paramètre fréquence. Le paramètre fréquence, en parlant bien effort contre effort, donc ça veut dire je fais une accélération, combien de temps je reste pour faire une deuxième accélération pendant un match. Donc dans les années 70, on était à un effort chaque 1 minute 17. On est passé les années 2000 à un effort chaque 55 secondes. Ces efforts, ça peut être des efforts brefs et intenses. Donc voilà. Donc il faut retenir, il faut retenir trois principes. Que il faut avoir une connaissance parfaite des exigences de la pratique des exercices ou de la compétition. Ça veut dire les exigences, ce qu'on vient de citer, paramètres de fréquence, paramètres d'intensité et paramètres de volume. Alors, il faut un préparateur physique, il faut avoir la capacité de choisir les meilleures méthodes pour quantifier la charge d'entraînement. Je viens au sein d'un club, j'ai le matériel qu'il faut, j'ai les GPS, j'ai le Lactate Pro, j'ai un Optogymp. Quel outil
quel outil principalement, ou quel outil qui me donne le nombre maximum de données qui me permet de mieux quantifier la charge d'entraînement. Donc, il faut avoir cette capacité de choisir la meilleure méthode pour quantifier la charge d'entraînement des séances ou des matchs. La capacité d'analyser un grand nombre possible de données afin de mettre en place les meilleures stratégies avant une séance d'entraînement ou avant un match. Donc, ces trois principes, il faut les bien retenir parce qu'on va revenir là-dessus dans le milieu de la diapo. Alors, je parle de l'entraînement, il faut que je définis c'est quoi entraîner, c'est quoi faire une séance d'entraînement. C'est ça qu'il faut définir. Donc, selon le dictionnaire Larousse, entraîner, c'est préparer à une compétition. Ça veut dire, j'ai une compétition le week-end, il faut que je me prépare bien pour être au top ou à la meilleure performance pour une compétition le week-end. Donc, selon Mathieu, c'est tout ce qui comprend la préparation physique, technico-tactique, intellectuelle et morale de l'athlète à l'aide de l'exercice. Donc, entraîner, c'est exercer une influence, pédagogique permanente sur une base scientifique. Ah, ben écoutez, là, ça veut dire entraîner, c'est pas l'anarchie. Entraîner, c'est la science. Donc, si on parle bien, si on comprend bien, que l'entraînement jour d'aujourd'hui, c'est pas comme c'était au début, voilà, on vient, on fait une séance d'entraînement, on place des plots. Non, c'est fini maintenant. C'est devenu une science, c'est devenu plein de choses. Donc, si on veut arriver à une certaine performance, il faut utiliser la science. Donc, voilà. Donc, pour un sportif, il faut utiliser cette performance dans l'objectif d'atteindre un max de ses capacités. Si on parle des capacités, on parle des capacités du sportif ou sa performance. Alors, la performance, si on parle de performance, on parle de quoi? Si on parle de performance, comme c'est montré sur le schéma ou le diapo suivant, que la performance est entourée avec plein de paramètres technico-tactiques, les paramètres de la morphologie ou la santé, liés à la qualité de personnalité intellectuelle ou morale, les facteurs de la condition physique et la condition non musculaire. Ça veut dire les qualités physiques. Si on parle bien sur un footballeur, les qualités physiques qu'il faut entretenir, c'est les qualités musculaires et les qualités d'endurance. Donc voilà, si on parle de qualité musculaire, c'est-à-dire la puissance musculaire, si on parle de l'endurance, ça veut dire tout ce qui est VMA, PMA, VO2max et tout. Donc voilà. Donc c'est quoi la performance? La performance, c'est tout ce qui est d'après Cazorla, pardon, en 1983, c'est tout ce qui est psychologique, physiologique, biomécanique et morphologique. Donc, entraîner, si on revient, entraîner, c'est exercer une influence pédagogique permanente sur une base scientifique. Ça veut dire un entraînement scientifique mène à un entraînement de haut niveau qui mène à la fin à une performance de haut niveau. Donc, si on comprend bien que en fait, notre entraînement, il est pas méthodique, il est pas orienté, il n'est pas scientifique, on ne peut pas mener le sportif ou le joueur du foot au top niveau ou à atteindre son max des performances. Donc, pour arriver à ça, il faut mieux planifier. Donc, pour arriver à cette performance, ou pour dire que voilà, on fait un bon entraînement, il faut que notre entraînement consiste en une bonne programmation et planification et surtout
la quantification de la charge de cet entraînement. Ça veut dire si on ne sait pas planifier, on ne sait pas programmer, on ne sait pas quantifier surtout. Parce que si on sait quantifier, on sait planifier, on sait programmer, bien sûr. D'après mes expériences, voilà, mais si quelqu'un qui est incapable de quantifier la charge d'entraînement de son travail, il est incapable de planifier ou il est incapable de programmer. Donc, c'est quoi planifier? Si on comprend bien, planifier, c'est organiser dans le temps une section d'événements. Donc, c'est prévoir. Prévoir quoi? Prévoir le cheminement pour l'athlète de, pour atteindre, pardon, pour l'atteinte de la performance max le jour J. Ça veut dire, moi, je prévois ce qui va se passer, ou l'état physique, si on peut dire, l'état physique, parce qu'en parlant de la condition physique, l'état physique de mon joueur le jour du match. Ça veut dire, il faut le jour du match, mon joueur, il sera prêt avec, allez, on va dire 90%, si c'est pas 100%, de ses performances ou ses qualités. Donc voilà. Donc, il existe des différentes programmations à suivre. Tout dépend de l'activité, tout dépend le sport pratiqué. Nous généralement, on est là sur un objectif de la saison, que ce soit l'accession ou ce soit c'est le club, il a dans ses objectifs de gagner la coupe. Comme ici en France, on a deux coupes à jouer, coupe de la Ligue et coupe de France. Après, il y a championnat. Donc voilà. Donc le grand thème ou le plan annuel, c'est ces objectifs-là. Après, on va arriver par période. Par exemple, on va dire la première période, il faut classer au moins parmi le 4, les 4 premiers du tableau ou les 3 premiers du tableau. La deuxième période, il faut qu'on arrive à ce objectif-là et puis voilà. Donc, après, il y a les objectifs qu'on fixe chaque macrocycle. Macrocycle qui consiste des mésocycles. Les mésocycles, ça veut dire, si on dit macrocycle, ça veut dire, moi, personnellement, je partage ça par macrocycle. Le macrocycle, ça contient 3 mésocycles. Donc voilà. Le mésocycle, le mésocycle, où on parle d'un mois d'entraînement, il consiste 4 microcycles. Les microcycles, ça veut dire c'est 4 semaines. Donc, si on parle de mésocycle, ça veut dire si on parle de microcycle, ça veut dire une semaine. Un mésocycle, ça veut dire pour moi, c'est 4 semaines. Moi, je partage comme ça mes cycles. Sinon, après, ça dépend, chacun comment il travaille, chacun comment il suit une méthode. Donc voilà, c'est différent de l'un à l'autre. Donc voilà, c'est à vous d'ajuster, c'est à vous de voir. Par exemple, moi, quand je travaille une semaine aérobie, une semaine à dominante aérobie, une semaine à dominante force, une semaine à dominante vitesse, et j'arrive à une semaine d'affûtage. Ça, c'est un mésocycle. Donc chaque microcycle a une dominante. Après, il y en a certains d'autres qui travaillent sur la périodisation tactique. Donc ça, c'est autre chose. D'autres qui ne travaillent pas comme ça. Chaque mésocycle, ils ont une qualité dominante à travailler. Et attention, si on dit on a une qualité dominante à travailler, ça ne veut pas dire que toute la semaine on travaille qu'une seule qualité et on oublie les différentes qualités qui sont inséparables parce que chaque qualité complète l'autre. Si je suis bon, j'ai une bonne endurance et j'ai pas une bonne puissance musculaire, moi je vois que ça sert à rien. Le contraire aussi, ça sert à rien. Donc il faut avoir une bonne puissance musculaire et une bonne endurance pour voilà, pour
pour dire voilà que je suis au top de ma performance. Donc voilà, après, c'est en parlant voilà, des différentes programmations, chacun comment il partage ses plans annuels, chacun comment il voit ses objectifs. Donc moi, moi, je parle personnellement par rapport à mes expériences, je travaille comme ça. Je travaille une semaine qualité dominante, mais on n'oublie pas les autres qualités aussi. Une semaine, une autre qualité dominante. Troisième semaine, une autre qualité dominante. Et après, la quatrième semaine, je fais un affûtage. Je laisse souffler un petit peu. Je laisse régénérer un petit peu aussi. Donc voilà, et ça nous permet de repartir de nouveau sur une bonne base. Donc voilà. Alors, pour cette planification annuelle, et il faut qu'elle soit bien quantifiée. Parce que j'insiste beaucoup sur la quantification de la charge d'entraînement, parce que si on arrive à bien quantifier la charge d'entraînement de nos mésocycles ou de nos microcycles, ou bien de la séance, on va éviter un symptôme qui est le symptôme de la fatigue. Et puis, c'est un symptôme qui est trop pertinent et qui gêne les entraîneurs. Par exemple, là, on travaille, cette semaine, on travaille une dominante aérobie, ou là où je vais travailler la VMA et tout. Et après, la semaine prochaine, je vais travailler un petit peu à dominante force, là où je vais aussi, je vais charbonner un petit peu. Et donc les joueurs, ils vont avoir certaine fatigue qui va s'installer et qui va gêner un petit peu par rapport le jour G. Le jour G, pour nous, c'est les matchs. Donc on est bien d'accord. Donc l'entraîneur, il veut absolument que son effectif il soit au top le jour G. Donc il faut avoir la bonne solution pour avoir l'effectif complet pour le jour J. Donc, la solution, c'est bien d'accord, la quantification de la charge d'entraînement. Donc, si on est bien ce paramètre, je peux dire qu'on est au top. Donc, voilà. Si je parle de la charge d'entraînement, donc la charge d'entraînement, c'est comme on a discuté là il y a un instant. On a dit qu'une bonne programmation se base sur une bonne quantification de la charge d'entraînement, le choix d'exercice et ainsi la méthode qui convient plus à la pratique du football. Si on parle de la charge d'entraînement, on parle bien sûr des trois paramètres. Ça veut dire, si on parle aujourd'hui de la quantification de la charge d'entraînement, il faut que je sache quantifier les trois paramètres où si on utilise, on est bien d'accord, si on utilise le GPS, il faut que je sache c'est quoi qui représente les trois paramètres là. Quand je parle du paramètre, on revient en arrière, paramètres de volume, paramètres d'intensité, paramètres de fréquence. Ça veut dire, demain, j'ai un outil GPS devant moi, j'ai placé les GPS, les joueurs, ils ont commencé à faire leur entraînement tranquille. Donc voilà, j'arrive à la fin de la séance, je récupère les GPS, je décharge les données. Donc, qu'est-ce qui va me présenter soit le paramètre de fréquence, qu'est-ce qu'il va me présenter le paramètre de volume, qu'est-ce qu'il va me présenter le paramètre d'intensité. Donc voilà. Donc ça, on va tout voir dans cette diapo. Chaque paramètre, c'est quoi qu'il le représente au niveau des GPS. Donc voilà. On a dit, il faut bien connaître les trois paramètres volume, fréquence et intensité. Donc la charge d'entraînement correspond au travail effectué par le joueur. Elle est constituée par l'ensemble des simulations produites pendant toute la durée de l'exercice et dépend de l'intensité. Alors l'intensité, il a pas mal de marqueurs. Donc si on parle de l'intensité, il a pas mal de marqueurs. Donc si on n'a pas de GPS,
Il y en a certains clubs, malheureusement, financièrement, qui sont pas bien, qui souffrent un petit peu. Donc voilà, on n'a pas, on n'a pas les moyens pour acheter un GPS, ça coûte cher. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas quantifier. Donc il y a certainement, il y a une méthode où on peut utiliser pour quantifier cette charge. La méthode qu'on va utiliser, le basique, c'est le volume fois intensité. Donc, la charge d'entraînement, c'est bien un volume d'une séance ou d'un match fois l'intensité. Alors, cette intensité, elle est représentée par quoi? Si on revient sur les travaux de Borg, donc l'intensité, elle est représentée par une, euh, une, euh, une valeur donnée à la difficulté d'un exercice ou la difficulté voilà, d'un, d'un temps de travail, quoi. Donc, si je reviens là-dessus, et je suis sûr et certain que tous nos amis préparateurs physiques et entraîneurs ils connaissent ça, c'est l'échelle de Borg. L'échelle de Borg, là où, oui, où il nous représente une valeur chaque valeur a une description ou une démonstration de la difficulté de, de ce exercice. Ça veut dire si je fais un exercice, par exemple, je dis n'importe quoi, je fais un travail de VMA de 10-20, un truc comme ça, et à la fin du travail, je regroupe les joueurs et je prends un par un. Je prends un par un, surtout un par un, j'insiste, parce que le joueur, il s'appelle un joueur parce qu'il joue. Donc voilà, il peut avoir plus de mal qu'un autre joueur et pour ne pas montrer aux entraîneurs, à l'entraîneur ou au préparateur physique que voilà, il a eu du mal pour continuer l'exercice ou devant ses coéquipiers. Il va pas dire, ouais, voilà, par exemple, tout le monde il est d'accord sur 7 ou 6 et lui, il va dire, ouais, voilà, je suis à 9 ou à 10 parce qu'il y a un grand écart, et ça veut dire qu'il est en baisse de performance. Donc voilà. Donc, l'échelle de Borg, par exemple, je dis n'importe quoi, un exercice de VMA en 10-20, et les joueurs ils vont être d'accord sur une moyenne de 6 ou 7. Donc voilà, la charge d'entraînement de cette séance, c'est le volume ou c'est la durée de ce exercice fois cette intensité qui va nous donner une charge d'entraînement en unité arbitraire. Ah, est-ce qu'elle est efficace? Est-ce on peut dire, voilà, qu'on a bien quantifié cette charge? Ça reste le problème que ça reste toujours subjectif. Elle n'est pas objective, cette méthode, elle n'est pas objective. Donc, c'est vrai, ça donne un ressenti, mais ça donne pas ça donne pas des valeurs vraiment réelles de de ce qu'on a travaillé. Donc, si on parle de la quantification de la charge d'entraînement, donc il y aura bien des outils, excusez-moi, donc il y aura bien des outils à utiliser pour quantifier cette charge d'entraînement. Alors, quels sont ou quels outils à utiliser pour quantifier la charge d'entraînement? Comme je vous avais dit au début, j'arrive au sein d'un club, j'ai du matériel, qu'est-ce que je dois choisir ou qu'est-ce que je dois utiliser le mieux pour calculer cette charge d'entraînement ou pour quantifier cette charge d'entraînement? Certains ils se basent sur le rythme cardiaque. Ouais, c'est vrai, le rythme cardiaque, je peux dire que c'est un moyen de quantifier la charge d'entraînement, mais ça reste un petit peu difficile pour le définir sur un terrain. Donc voilà, moi j'arrive, je viens, je dis à mes joueurs, ah ouais, on va courir aujourd'hui, on va courir allez, on va dire à 130, à une fréquence de 130 battements par minute. Ils vont dire, ouais, mais coach, on va faire comment pour définir c'est ça?
C'est vrai, vous allez me dire, ouais, il y a le, il y a le capteur Polar, il va nous définir, ouais, quelle zone et tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais est-ce qu'il est adapté avec tout type de fort? Donc voilà. Donc, c'est pas le souci de ce capteur ou de ce outil. Il est pas vraiment adapté avec tout type d'effort. Et surtout, ce qui nous intéresse, les matchs. Parce que nous, le jour J, on rentre avec un polar, ça veut pas dire. Moi, j'ai jamais vu un match pendant un match des joueurs qui portent un polar. Donc, ça sera difficile pour quantifier aussi, ou pour quantifier aussi, pardon, la charge d'entraînement avec un polar, en basant sur le rythme cardiaque. Alors, on revient sur le RPE. Le RPE ou l'échelle de Borg, on connaît tout le monde. Donc voilà, ça reste toujours une méthode subjective, comme on a dit. Le lactate, c'est vrai, le lactate, c'est un moyen de quantifier la charge d'entraînement. Donc, donc c'est vrai, on peut l'utiliser, mais c'est pas tous les séances on peut utiliser un lactate. Pardon, excusez-moi. C'est pas tous les séances on peut utiliser un lactate parce que les bandelettes ça coûte cher, l'utilisation il faut avoir un staff qui t'aide et tout. Donc voilà, moi j'imagine qu'au niveau amateur on est seul, un préparateur physique seul ou un entraîneur des fois seul. Donc voilà, il peut pas passer 22 joueurs à la fois, le temps qu'il ne faut pas dépasser les 4 minutes pour prendre, après l'exercice, pour prendre le taux de lactate. Donc voilà, je pense que c'est difficile à utiliser à chaque entraînement. On le fait vraiment, vraiment, moi personnellement, je l'ai utilisé le lactate et je l'ai utilisé pendant les tests de pré-saison, quoi. Après un test via match, je vois le taux de lactate. Et après, c'est à la fin de la préparation physique pour voir est-ce qu'il y a une progression au niveau de ça, un truc comme ça. Alors, on arrive au GPS. Le GPS, aujourd'hui, il existe plein de modèles de GPS. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le GPS, c'est l'outil qui nous permet de mieux quantifier la charge d'entraînement? C'est ça notre hypothèse, si vous voulez. Donc, ce tracker qui est inventé euh, par plein. Il existe à peu près maintenant, si je ne me trompe pas, 5 6 modèles donc qui sont sur le marché. Est-ce que les données qui nous, les données qui nous donnent ce petit tracker, est-ce qu'ils sont efficaces pour dire voilà, on peut quantifier avec la charge d'entraînement et si on peut dire mieux quantifier la charge d'entraînement avec ce outil. Alors, on arrive à la partie nécessaire dans notre travail aujourd'hui, c'est quel est le but de porter GPS pendant un match ou un entraînement? Ça, c'est la première question qu'on pose. La deuxième question qu'on pose, qu'est-ce que la nature des données obtenues et comment traiter ces résultats? Donc voilà. On sait que l'outil GPS, il nous donne des valeurs quantitatives, qualitatives, paramètres, comme on a dit tout à l'heure, paramètres de fréquence, paramètres de volume, paramètres d'intensité, mais comment on va les utiliser pour avoir un bon rapport et une bonne quantification de notre travail. Alors, je vais faire où on va parler un petit peu historique du GPS, le système de positionnement par satellite, donc qui était
qui était inventé par les premiers satellites qui étaient inventés par les États-Unis en 1964. Euh, Excusez-moi, qu'ils étaient inventés, on a dit, par les États-Unis en 1964 et se définit comme un outil de géolocalisation, utilise des signaux satellites pour identifier une position sur une carte. Donc voilà, il utilise et on l'utilise pour géolocaliser le GPS. Il était inventé tout au début. C'est pour géolocaliser une un mouvement ou une position sur une carte. Alors, il était développé par les États-Unis avec le transit, qui est, si on parle du transit, c'est ça, ce qui est montré sur la figure 1. Donc, premier système de navigation par satellite mis en œuvre la marine des États-Unis en 1964. Alors, en 1978 et 1985, pas moins de 11 satellites furent envoyés dans l'espace et mis en position, selon les travaux de Evans 1998, permettent ainsi d'obtenir des signaux plus puissants et plus précis, et ceci de façon croissante avec la mise en orbite de nouveaux satellites de façon régulière. Donc, si on parle un petit peu du principe de fonctionnement aussi, donc chaque satellite est équipé d'une horloge atomique émettante, donc à la vitesse de la lumière, le pas de temps ainsi que sa position exacte. Le récepteur du GPS compare le temps émis par chaque signal satellite, le temps de retard mesuré au temps transformé en distance par calcul tri, trigonimétrique, voilà, permettent ainsi de déterminer la position et l'attitude exacte du récepteur sur la surface de la Terre. Donc voilà, le récepteur, il envoie des signaux aux satellites. Donc voilà, les satellites, ils inversent ces signaux vers la station référence et la station référence qui donne les derniers mouvements ou les dernières géolocalisations au récepteur. Donc si on parle bien du GPS qu'on utilise pendant nos séances d'entraînement, alors lorsqu'on commence l'activité, hop, il commence à envoyer des signaux qui vont être traités par des satellites. Les satellites, ils corrigent les temps de retard et tout, tac, ils envoient aux stations références qui envoient les dernières données qu'on va, qu'on va obtenir sur la plateforme, quoi. Chaque satellite référencé une position du GPS distincte représentée par un tracé sphérique et indiquant pardon, la position du GPS sur ce même rayon. Ça veut dire chaque satellite, des satellites là qui vont recevoir les signaux du récepteur, donc ils sont utilisés pour géolocaliser chaque déplacement. Donc si on parle bien de la précision des mesures, ces mesures demeuraient pour autant bien moins précis que celles utilisées avec le système GPS différentiel, donc correspondant de façon usuelle à une amélioration du système GPS couramment cité. Cet outil permet en effet d'améliorer la précision de mesure à une erreur minime de 3 à 5 mètres, selon les travaux de Berkaoui et Hall en 2010, pardon. Donc voilà. Donc, on revient sur le petit tracker GPS. Le tracker GPS, il est composé de 3
système de trois capteurs, pardon, capteurs d'accéléromètre, ou un accéléromètre, quoi, pour définir tous les déplacements sur les trois axes, un capteur de pression, et ici, avec FileWiz, dernièrement, ils ont intégré sur le gilet qui porte le joueur, ils ont intégré un capteur de rythme cardiaque. Donc voilà, donc il y a une nouvelle pour le GPS FileWiz. Avant, c'était le boîtier vert. Maintenant, on ne produit pas le boîtier vert. C'est le nouveau là que vous voyez sur la photo. Donc, euh, qui ont rajouté sur le gilet un capteur de rythme cardiaque. Alors, 1 Hz est égal à une data enregistrée. Donc les enregistrements, ils sont enregistrés par Hertz, pardon, et 1 Hertz il correspond à un data enregistré par seconde. Il y en a certains GPS qui vont jusqu'en 50 Hz, quand catapulte et tout, ils sont trop puissants. Ça, c'est on parle de termes de précision, donc ils sont de 1 à 50 Hz. Alors, on arrive au principal qu'on est là pour. Donc voilà, c'est quels paramètres on va calculer avec ce GPS. Donc les paramètres, comme on a dit, les paramètres de volume. Si on parle de paramètres de volume, on parle de deux trucs, ou deux paramètres aussi. C'est le paramètre de temps, c'est la durée globale de la séance, la durée des données, ça veut dire la durée des données, ça veut dire quelles données dans le laps de temps. Voilà. Après, la durée de chaque action par zone de vitesse, et on peut dire le temps par zone de vitesse. Deuxième paramètre, c'est le paramètre de distance. Distance totale parcourue, distance parcourue par zone de vitesse, distance parcourue par zone de VMA, et distance parcourue en vitesse relative. Et à la fin, la distance moyenne des sprints. Donc ici, on regarde sur les deux photos qu'on a. Ça, c'est le travail avec mon équipe, c'est les 18 d'Amianor que je travaille avec. Donc ça, c'est un modèle des données de période. Voilà, là, on voit ces périodes 3, période 4, c'est par rapport à l'exercice 3 et exercice 4 pendant une séance. Ça, c'est l'overall distance. Ça veut dire tout ce qui correspond à la distance. Voilà, distance par zone de vitesse, distance par VMA. Ça veut dire si je cours, par exemple, à une VMA je dis n'importe quoi, de 18 km à l'heure, combien de distance j'ai fait avec cette VMA, les distances parcourues relatives, donc ils sont là aussi. Après, on passe aux paramètres d'intensité. Comme c'est marqué ici, c'est la vitesse moyenne de la séance, la VMA, et la vitesse moyenne des sprints et des accélérations, décélérations. Le troisième paramètre, c'est le paramètre de fréquence. Et si on parle de fréquence, on parle de nombre de sprints, nombre d'accélérations par zone et nombre de décélérations par zone. Donc, si aujourd'hui j'ai un GPS, ou j'ai avec mon équipe des GPS, donc voilà, c'est ça les trois paramètres, je vais revenir en arrière, c'est ça les trois paramètres à retenir et à chercher. Donc, bien sûr, paramètre de volume, on a dit le temps et la distance. Paramètre de l'intensité, tout ce qui est VMA, vitesse, accélération, décélération. Et paramètre de fréquence, tout ce qui est nombre d'accélérations, sprint, décélération par zone. Donc voilà. Là, je vais faire une petite manipulation avec vous pour vous présenter la plateforme où on décharge
les GPS ou les petits trackers qu'on a. Donc voilà, je vais revenir juste là. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, notre plateforme, elle est compatible avec Google Chrome. Donc, c'est après avec n'importe quel PC, vous pouvez l'utiliser. C'est pas comme d'autres GPS où il faut travailler juste avec MacBook ou avec voilà. Donc, notre GPS, il est compatible avec tous les les PC portables, mais avec une seule précision que la plateforme, elle est gérable juste sur le Google Chrome. Alors là, on a une plateforme qui s'appelle FileDwiz Analyse. Donc là, une fois vous faites la commande du GPS et tout, nous on va créer ce compte pour pouvoir accéder aux plateformes, pour pouvoir accéder à la plateforme et donc voilà, pour pouvoir décharger vos données et avoir des bilans complets. Donc, moi je vais directement me connecter. Donc voilà, une fois on est connecté, on tombe sur le tableau de bord suivant. Donc voilà, où on a un onglet équipe, ça veut dire l'équipe que je vais travailler avec. Avec FileDwiz, quand vous achetez le GPS FileDwiz, vous avez la possibilité d'avoir l'option de travailler avec plusieurs équipes. Ça veut dire, aujourd'hui, moi, je travaille avec Amiens Nord, avec demain, je vais faire des tests où il y a une autre équipe qui m'appelle pour faire des manipulations avec eux. Je peux rajouter une équipe sur ma plateforme, donc sans perdre les données de mon équipe, ou je peux même travailler avec 3, 4 équipes facilement. Donc voilà. Donc, si on veut ajouter une équipe, je clique sur le bouton ajouter un joueur, tac. Ah, pardon, je dis n'importe quoi, excuse. Là, c'est pour ajouter, je reviens en arrière, équipe, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, si je veux rajouter une équipe, ça sera ici, donc paramètres, et je rajoute une équipe. Donc, là, dans ce cas-là, moi, j'ai mon équipe à Mianor. Si je veux rajouter un joueur, regardez par exemple, là, c'était un match de Coupe de France. Aujourd'hui, j'ai que 3 avec l'équipe que je travaille. Bon, c'est mon matériel perso. J'ai que 4 GPS, 4 capteurs. Si je veux rajouter un autre joueur, je clique sur ajouter un autre joueur et je fais remplir le profil du joueur et le numéro du capteur. Après, une fois on a fini avec le profil du joueur, on fait notre séance normale, on revient, on décharge les données. Pour décharger les données, on va sur la rubrique Upload. Donc sur la rubrique Upload, on va choisir l'équipe, on va choisir les trackers et on laisse décharger. Une fois c'est déchargé, on peut créer des statistiques. Des statistiques, on va sur statistiques, on utilise notre équipe qui est, voilà, par exemple, là, je vais dire n'importe quoi ici, tac. Donc voilà, ça c'est mon équipe que je vous ai dit, c'était un match de Coupe de France. Donc voilà les statistiques qui va me donner les trackers qui portaient les joueurs. On peut aussi faire des périodes ou décomposer toute la période à des périodes précises, par exemple échauffement, première mi-temps, deuxième mi-temps. Donc voilà.
Ça, c'est par rapport aux périodes. Et après, sur les statistiques, on arrive ici à un overall. Je mets ici overall PDF. Et là, j'ai mon bilan individuel comme par équipe. Là, tout ce qui est individuel, là, c'est quoi? Là, si on parle bien, ça, c'est les paramètres de distance. Voilà. Paramètres de fréquence. De chaque période, je tiens à préciser, chaque période, voilà, la distance parcourue, les accélérations, les sprints, voilà, comme on a dit, les paramètres de fréquence. Et si on veut voir, voilà. Donc voilà, on revient sur la diapo. Donc FileDwiz, c'est une société suisse qui produit ce capteur, ce tracker FileDwiz. Donc moi, c'est leur représentant à ce moment maintenant. Je suis depuis le mois de juillet 2019, je suis représentant légal de cette société aux pays de Maghreb et pays de Golfe, donc au les Moyen-Orient. Après, pour tout d'autres questions, vous pouvez me laisser des messages sur mon compte perso, sur le WhatsApp ou un truc comme ça pour d'autres questions. Donc, cette société, elle était parmi les premiers certifiés par la FIFA pour le porter de ces GPS pendant des matchs. Donc, on a cette certification qui est tombée à partir depuis avril 2018, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Ouais, depuis avril 2018, c'est marqué ici. Donc, voilà, concernant tout ce qui est GPS. J'espère que, voilà, on a respecté le temps, on a respecté les délais. Donc, voilà, après, je vous remercie pour votre attention et donc je vais revenir sur le live, comme ça on peut discuter un petit peu, on peut faire une table ronde de 10 minutes à peu près, un quart d'heure et pour répondre, afin de répondre à vos questions. Donc voilà. Alors, Monsieur Othman Boufedan, salam alaikum. Ouais. Alors, le thème, s'il vous plaît, si vous avez raté le début de de la présentation, c'était l'utilisation de la nouvelle technologie dans le domaine pour la nouvelle technologie pour la quantification de la charge d'entraînement dans le domaine du football. Donc, voilà, après, je vais vous laisser la diapo en PDF sur la page. Ça me dérange pas. Alors, les GPS ne sont pas très fiables aussi. Le préparateur du Real Madrid ne les utilisant pas. Écoute, monsieur Rabah, Rabah Tazib, il faut être sûr des informations que vous partagez. Donc, moi, je te conseille de bien vérifier parce que je pense, euh, je pense que c'est faux. Donc, je vois. Bonsoir. S'il vous plaît. Quel est le prix de ce GPS? Alors, si on parle de termes de prix, alors le prix aujourd'hui, en nous, c'est peut-être la seule société qui vend par pièce. Et du coup, le prix par pièce, c'est 299 euros. Alors,
290 €, il consiste le tracker, le petit tracker noir qu'on a vu sur la diapo, et puis le gilet normal. Si quelqu'un il veut avoir un gilet avec la nouvelle technologie qui est le capteur de la fréquence cardiaque, il faut rajouter 145 € de plus. Donc après, il existe des packs de 10 qui ont à 4 499 € par pack. Là où tu gagnes une station de déchargement des trackers et puis un sac à dos offert par la société. Après, ça, si ça vous intéresse ça, vous pouvez me contacter sur le privé et on discutera ça, il n'y a pas de souci. Donc, j'attends vos questions, s'il vous plaît. Je suis là pour vous répondre de tout ce qui est quantification. Alors, Gaston Labidi, il me demande le traitement des données, s'il vous plaît. Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au traitement des données? Alors, si tu veux dire comment traiter les données, peut-être je comprends bien. Donc, comment traiter les données, ben voilà, je vous ai donné tous les paramètres qu'il faut baser dessus pour avoir une bonne quantification. Donc, il faut choisir vraiment les paramètres de fréquence, les paramètres de volume et les paramètres d'intensité. Et voilà, pour traiter vos données. Et après, vous avez des données références. Donc, par rapport aux données références, vous voyez est-ce qu'il y a une évolution, est-ce qu'il n'y a pas d'évolution. Donc voilà. Donc j'attends d'autres questions si vous voulez. Ouais. Comment élaborer des séances d'entraînement suite à des valeurs GPS? Voilà, comme je vous avais dit, ben écoute, une fois t'en as tes données ou t'as fait ton diagnostic, t'as pu sortir les trois paramètres. Donc voilà, je pense que à partir du moment où tu as tous les paramètres qu'il faut, donc, et par rapport aux paramètres référence, tu vois où il y a l'évolution, il n'y a pas d'évolution, là où on est bien, on n'est pas bien, voilà, voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, tu vas orienter tes séances. Ça veut dire si on est bien sur le plan intensité, mais on n'est pas bien sur le plan fréquence. Donc voilà, mes séances, ils vont orienter beaucoup plus vers la fréquence ou si on est bien au terme de volume, on n'est pas bien de terme d'intensité. Donc voilà,
Il faut travailler beaucoup plus d'intensité pour améliorer la performance. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser le GPS et voir les résultats en même temps? Alors, il y en a certains GPS, ouais. Il y en a certaines marques, comme McLeod et je pense Catapult, qui peuvent faire le live. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il est autorisé par rapport au match? Je pense pas. Je pense pas qu'il est autorisé d'avoir un live pendant un match. Et notre société aussi travaille sur ça et ça sera sûr et certain prochainement. On aura comment dire, on aura l'antenne pour le live, quoi. Alors, méthode de préparer un pro. Ouais, bien évidemment. Bien évidemment, Gaston l'avait dit. Donc, oui, on peut le porter à n'importe quelle séance, que ce soit séance force ou séance. Par contre, c'est pas de la séance force dans une salle. Ça, je peux dire que tu auras plus rien. Tu auras zéro données parce que c'est vraiment le seul bémol du GPS, que dans une salle fermée, on peut pas avoir des résultats. C'est ça le bémol du GPS. Donc il faut vraiment être dehors. Mais par rapport aux séances de force-vitesse, ouais, on peut l'utiliser. Aussi pour les séances de vitesse aussi, on peut l'utiliser comme pendant toutes les séances que tu fais sur terrain, tu peux porter ce gilet, tu peux porter ce GPS et tu auras des données quantitatives, qualitatives qui te permettent de quantifier la charge d'entraînement. Donc, je reviens juste sur la question de John Sarr. Plus de détails, s'il vous plaît, sur les composants de GPS. Ben, ça sera tout dans la diapo. Ben, j'ai fait la présentation, là. Donc, je vais revenir quand même là-dessus. Alors, on a dit les détails, s'il vous plaît, sur les composantes de GPS. Les détails, plus de détails, s'il vous plaît, sur les composantes des GPS. Tu parles des composantes, ça veut dire les composantes, l'accéléromètre, capteur de pression et capteur de rythme cardiaque, c'est ça? Si je comprends bien, tu peux me confirmer, s'il te plaît? Et Saifallah Belhoul, près d'un pack complet, s'il vous plaît. Est-ce que cette marque nous donne les paramètres nombre et vitesse de décélération? Ben, bien évidemment, elle donne le nombre d'accélération, décélération. Donc voilà. Donc après le prix du pack, il y a le pack de 10, il y a le pack de 20, il y a le pack de 30. Après, comme tu peux prendre aussi un pack de 10 et tu rajoutes quelques pièces, tu prends un pack de 20 et tu rajoutes quelques pièces, tu prends un pack de 30 et tu rajoutes quelques pièces. Donc si tu peux, tu me contactes par WhatsApp de toute façon, je vais laisser le numéro WhatsApp. Ou sinon sur mon compte privé Facebook. Et parce que j'ai pas vraiment les prix sous les yeux, mais je sais que pour un pack de 10 ça sera 4 499 et un pack de 20, normalement c'est 6 900, un truc comme ça. Donc voilà, si tu peux me contacter après sur le privé, comme ça je te donne les prix exacts. Donc, John Sarr, ouais, vous m'avez dit.
Alors, plus de détails sur, s'il vous plaît, sur les composantes de GPS. Donc, c'est pas le but de la séance aujourd'hui. Là, il y aura un autre live qui sera dans le but de présenter tous les composantes du GPS et il y aura d'autres lives aussi pour tout ce qui est manipulation. Je vais faire une séance terrain et je vais vous ramener les données et on va traiter les données ensemble. Donc voilà, comment utiliser les résultats de GPS pour la vitesse, développer la vitesse. Après, ça dépend les méthodes que tu utilises. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la présentation d'aujourd'hui? Merci d'avance. Ouais, 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 la présentation, je vais la laisser en PDF, il n'y a pas de souci, ça sera joignable sur cette page Facebook, il n'y a pas de souci. Bonsoir, il fait combien le pack? Alors le pack, ça, comme je viens d'expliquer à notre collègue Seyfallah, voilà. Il existe trois modèles de packs. Il y a un pack de 10, un pack de 20 et un pack de 30. Et comme vous pouvez prendre un pack de 10 et rajouter quelques pièces, et prendre un pack de 20 et rajouter quelques pièces, ou prendre un pack de 30 et rajouter quelques pièces aussi. Donc, le pack, j'ai pas les prix sous les yeux, mais je sais que le pack de 10, il est à 4499 et le pack de 20, il est à 6999, un truc comme ça. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur le privé ou sur WhatsApp, comme ça je vous donne les prix exacts et même si vous voulez faire des devis, il n'y a pas de souci, vous me contactez, je vais vous faire le devis et je vous envoie, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pas zappé une question. Voilà, donc voilà, 1h20. Je pense qu'on est bon. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs, moi. Donc voilà, c'est moi qui vous remercie pour votre attention et puis on va dire que c'est pas la dernière, Inch'Allah. On va, on va se réunir autour d'autres lives pendant cette période. Et surtout pendant cette période, on est là, on peut, on peut faire beaucoup mieux. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dis, il faut faire attention. Il faut faire attention dans cette période et à vous surtout et vos proches. Et il faut suivre les consignes. Donc, voilà, et puis j'ai qu'à vous dire à très bientôt.